Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, les pays du Golfe face au défi de la diversification économique. Et à leur tête, l'Arabie Saoudite qui tire 90% de ses exportations du pétrole. Victime, elle aussi, de la chute des cours, elle s'attend au pire déficit de son histoire. Son nouveau roi veut agir vite et investir dans d'autres secteurs. Les détails dans un instant. Enquête aussi aujourd'hui sur un phénomène, celui de l'envolée spectaculaire du tourisme africain en Israël. Que viennent-y chercher ces visiteurs? L'offre suit-elle la demande? Lionel Bobot, un professionnel du secteur, sera avec nous. Et puis une descente difficile au cœur de la misère au Mozambique, juste à côté de la capitale Maputo en pleine croissance. Des femmes, des enfants n'ont pour seul espoir qu'une gigantesque décharge d'ordures ménagères. Reportage en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. Avant d'y revenir, l'essentiel en images de l'actu économique internationale. On revient bien sûr sur les réactions à la victoire dimanche soir du parti Syriza, la gauche radicale, à l'issue des législatives en Grèce. Les ministres des Finances de la zone euro, vous le voyez, se réunissaient hier à Bruxelles. Et on veut faire preuve de bonne volonté vis-à-vis de la dette de la Grèce, 177% du PIB, plus de temps sans doute pour payer, mais pas question d'une décote comme le souhaite Syriza, qui a bâti son succès sur la promesse de la fin de l'austérité. Une rencontre est prévue vendredi à Athènes entre le nouveau chef du gouvernement Alexis Tsipras et le président de l'Eurogroupe qu'on écoute. And I think we all have to realize, and I think the Greek people also realize, that the major problems in the Greek economy. Je pense que le peuple grec se rend compte que les principaux problèmes de leur économie n'ont pas subitement disparu avec les élections. Ils sont toujours là, ils doivent être résolus. Et il existe différentes approches pour cela. Il y a donc encore beaucoup de travail et nous souhaitons une véritable coopération. So there is still a major work to be done in which we will support the Greek government. Et même son cloche du côté de la BCE, refus catégorique de toute forme d'allègement de la dette grecque. La Banque Centrale Européenne invoque des raisons légales. Impossible de réduire une dette qui comprend des obligations détenues par la BCE. Une question de justice, d'égalité, assure Benoît Cœuré, un cadre de l'institution. Il doit payer, ce sont les règles du jeu européen. Il n'y a pas de place pour un comportement unilatéral en Europe. Ça n'exclut pas une discussion, par exemple, sur le rééchelonnement de cette dette. Mais je précise que ça n'est pas l'argent de la Banque centrale, il s'agit de l'argent des gouvernements. C'est une discussion entre M. Tsipras et les gouvernements européens. Et dans le même temps, cette mauvaise nouvelle pour la Russie qui voit sa note souveraine abaissée par l'agence de notation Standard & Poor's à BB+. Moscou atterrit dans la catégorie spéculative, plutôt boudée par les investisseurs. De quoi compliquer les efforts de relance et aggraver la crise financière. Moins 6% d'ailleurs dans la foulée de cette annonce ce matin pour la monnaie russe, le rouble. Isolée, sans croissance, la Russie subit les effets des sanctions occidentales et de la chute des prix du pétrole. Et en parlant des sanctions, il faut croire que les Occidentaux n'ont pas encore épuisé leur arsenal. C'est le message qu'a voulu faire passer hier à Bruxelles le secrétaire américain au Trésor Jack Lew. Si nécessaire, dit-il, d'autres outils de ce type sont en réserve à l'heure où Washington fustige l'engagement russe dans les combats en Ukraine. Les sanctions économiques permettent d'imposer une réelle pression sur un pays. Je pense qu'en travaillant ensemble avec nos amis en Europe et dans le monde, nous avons pu mettre en place les sanctions les plus sophistiquées jamais conçues vis-à-vis de la Russie, avec, je pense, un impact maximal sur la Russie. Voilà, Jack Lew qui en a profité pour conseiller aux Européens de suivre l'exemple américain en matière de politique monétaire et budgétaire. Et la suite justement de la visite en Inde de Barack Obama. Hier, le président américain a annoncé un plan à hauteur de 4 milliards de dollars en investissement et en prêt. Il souhaite libérer le potentiel de partenariat entre les deux plus grandes démocraties de la planète. Nous faisons environ 100 milliards de dollars d'échanges commerciaux par an avec l'Inde. Mais avec la Chine, ce chiffre est de 560 milliards. $560 billion a year with China. Cela donne une idée du potentiel, y compris en termes de croissance pour l'Inde. Dans un monde globalisé, nos richesses sont liées. Nous pourrons prospérer en établissant des normes mondiales pour les affaires. Et puis, autre partenariat stratégique, celui que tente de tisser la France au Koweït. Laurent Fabius, le patron du Quai d'Orsay, en charge aussi du commerce extérieur, était reçu, vous le voyez hier, à Koweït City pour inaugurer une usine de désalinisation. Accompagné d'une délégation d'entreprises, il a notamment annoncé plus d'investissements et d'échanges et des visas aussi désormais délivrés en 48 heures. Nous sommes complémentaires. Et donc, lorsque je regarde l'avenir, non seulement le plan quinquennal, mais bien au-delà, je suis sûr que le Koweït et la France vont travailler de plus en plus ensemble. Le Koweït est un investisseur très important en France
et nous souhaitons investir de plus en plus dans votre pays. Et si l'avenir économique d'une région entière se jouait en quelques mois, 6 mois d'écroulement des cours de l'or noir qui mettent à mal les finances des pays du Golfe, 300 milliards de dollars de manque à gagner cette année pour les pays membres du Conseil de coopération du Golfe, d'après les calculs du FMI. L'Arabie Saoudite l'a compris et son nouveau roi Salman veut engager le défi de la diversification. Anthony Lesme. Diversifier l'économie de son royaume, c'est l'objectif du nouveau roi d'Arabie Saoudite. Le souverain Salman veut notamment limiter la dépendance du pétrole qui compte pour 90% du PIB saoudien. Le roi Salman est en faveur de la promotion du royaume comme destination pour les investissements. Avec 9,7 millions de barils de pétrole produits par jour et 800 milliards de dollars d'avoirs financiers à l'étranger, l'Arabie Saoudite n'a pas le souci des fins de mois difficiles. Reste que la chute de près de 50% des prix du pétrole fragilise à moyen terme le pays. Riyad veut donc investir malgré des prévisions de déficit budgétaire. Nous avons déjà identifié 140 milliards de dollars d'investissement dans les domaines de la santé et des transports pour les 5 années à venir. L'Arabie Saoudite veut aussi développer le secteur des hautes technologies. Le pays, touché par un chômage à 12%, voit d'un bon œil l'essor d'un secteur pourvoyeur d'emplois et de croissance. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les startups comptent pour environ 70% de la création globale de l'emploi. Puisqu'ici, en Arabie Saoudite, l'emploi est source d'inquiétude, la meilleure façon de résoudre ce problème est donc d'encourager la création de nouvelles entreprises à but technologique. Contrairement à d'autres pays du Golfe, comme le Koweït, l'Arabie Saoudite n'a pas fait le choix de l'austérité. Ses capacités de production pétrolière, estimées à 80 ans, lui permettent de voir l'avenir sereinement. Aujourd'hui, les inquiétudes saoudiennes se portent davantage sur le nucléaire iranien et l'expansion de l'État islamique. Allez, une thématique assez inédite aujourd'hui. On va parler de l'essor assez spectaculaire ces dernières années du tourisme africain en Israël. Et pour cela, nous sommes avec un spécialiste du sujet. Bonjour Lionel Bobot. Bonjour David. Vous êtes consultant expert en tourisme. Vous travaillez avec le ministère du tourisme israélien et vous revenez justement de Côte d'Ivoire. C'est ça, exactement. On a toute une mission avec des partenaires publics, qui est le ministère du tourisme israélien, de partenaires privés, des acteurs comme Vered Sharon, partir en Israël, parce qu'aujourd'hui, c'est la zone francophone, notamment, qui est en plein boom, avec une demande vers Israël, notamment. Donc, en termes de demande africaine. Il y a aussi des efforts du ministère israélien pour attirer ces touristes. C'est ça, c'est qu'en fait, depuis ces dernières années, il y a eu un essor de la communauté évangélique. Cette communauté chrétienne évangélique. Exactement, chrétienne évangélique, qui est fervente d'Israël et de pèlerinage par rapport au pas de Jésus. Et donc, cette communauté-là est très concentrée au niveau de l'Afrique et aussi au niveau du Brésil. Anglophone et francophone ? Anglophone et francophone, nous là c'est sur la partie francophone, c'est-à-dire ça touche la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, jusqu'au Sénégal. Ouais. Alors, un tourisme, on a compris, pour des motifs religieux, mais il n'y a pas que les chrétiens, aussi des musulmans. On sait qu'il y a une délégation du Sénégal qui s'est rendue en Israël il y a quelques semaines. Exactement. Il y a un potentiel aussi à ce niveau-là. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a eu une délégation, il y a eu toute une organisation derrière avec un acteur économique qui était Vered, de faire un pèlerinage musulman, puisque c'est la 3e destination en termes de pèlerinage au niveau des musulmans. Et ce qui est assez nouveau et c'est assez récent, c'est que justement, la communauté musulmane très modérée, volonté aussi de connaître Israël au Sénégal, et donc avec quand même 95% de la population cette fois-ci au Sénégal qui est musulmane et qui est partie en délégation avec tout un groupe en Israël. Alors en Côte d'Ivoire, comment ça se passe ? Il y a des agences israéliennes qui sont sur place pour essayer de... Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'il y a eu, par cet effort-là public, c'est en fait un partenariat public-privé, c'est-à-dire que Partir en Israël, qui est un tour opérateur connu entre France et Israël, maintenant s'est installé à Abidjan, en partenariat avec Vered Sharon, qui est aussi un énorme acteur au niveau de l'Afrique, au niveau d'organiser les circuits. Et qu'est-ce qu'ils font ? Proposent, en liaison avec le ministère, des vols affrétés pour les communautés et les églises, leur permettent aider bien sûr des circuits touristiques au niveau d'Israël. Ouais. Alors justement, pour l'économie israélienne, est-ce que c'est un vrai relais en termes de ressources de devises ? Est-ce qu'il y a vraiment des efforts aussi qui sont faits pour essayer d'attirer donc cette clientèle, des structures qui se mettent en place pour favoriser cet élan ? Oui, alors d'abord, c'est un très gros marché, puisque déjà aujourd'hui, si on reprend les chiffres du tourisme israélien, autour de 3,4 millions,
on a plus de la moitié, c'est-à-dire 52% qui sont la population chrétienne. Donc déjà, c'est important pour les téléspectateurs de savoir que c'est là où ça bouge. Et en plus de ça, ça va de plus en plus en développement, puisqu'en fait, ces communautés-là souhaitent venir en tourisme. Donc quand tu as dit tourisme, ça veut dire logement en hôtel, ça veut dire venir 8 jours. Ça permet de faire travailler les compagnies aériennes, les guides touristiques, les villes touristiques. Et les besoins de cette clientèle, on l'a dit, donc assez religieuse, est-ce que ça nécessite une certaine adaptation de l'offre? On imagine que c'est pas trop vers les stations balnéaires, c'est plutôt des parcours historiques. C'est ça. Alors je dirais, on va dire un parcours plutôt religieux, on va dire Jérusalem, évidemment, Nazareth, un passage par Bethléem et la Galilée, avec des sites comme Yardénite, Capharnaüm. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le monde évangélique, ce qu'il recherche, c'est aller sur les traces de Jésus. Donc on est sur un public qui va sur un parcours spécifique aux origines, avec un guide spécifique et avec, en fin de compte, je dirais à chaque fois la quadrature, c'est-à-dire la Galilée, Jérusalem, Nazareth et Bethléem. Et l'offre est déjà en place au niveau des hôtels, voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est que ça aussi, c'est un peu, c'est l'alliance entre public et le privé, c'est-à-dire que le ministère du Tourisme israélien a beaucoup fait d'efforts sur des sites et de promotion du tourisme chrétien ces dernières années. Deuxième des choses, c'est que les acteurs privés, c'est-à-dire on va dire donc les compagnies aériennes, les agences de tourisme, c'est-à-dire d'avoir des circuits qui correspondent aux besoins spécifiques de cette communauté. Donc on va dire que c'est récent. Deuxième des choses, on est aussi sur un marché où vous avez plutôt la Pâque chrétienne qui va bientôt arriver, où vous avez après la Pentecôte, et puis la fête des tabernacles qui correspond à la fête de Soukhot. Donc des périodes aussi déterminées, mais ce qu'on voit apparaître, en fait, c'est des voyages de plus en plus régulièrement, c'est-à-dire quasiment tous les mois. Et alors vous êtes peut-être bien placé pour le savoir, est-ce que ces touristes repartent en général satisfaits de leur séjour ici en Israël? Oui, alors ce qui est vrai qu'on voit, il y a une vraie effervescence, on le voit à travers à leur rencontre, quand ils reviennent, ce sont des véritables ambassadeurs d'Israël. Il faut voir que pour eux, c'est déjà un devoir au niveau de leur vie d'aller en Israël. Deuxième des choses, c'est vrai que les sites sont très préservés, c'est-à-dire que quand ils vont, on voit les images avec Yardénite, quand ils vont à Capharnaüm, Israël a des sites tout à fait intacts, jolis, et pour permettre à ce qu'il y ait un regroupement des communautés. Merci beaucoup Lionel Bobot d'être venu sur ce plateau. Avec plaisir. Voilà, entretien réalisé en milieu de journée. On part maintenant au Mozambique, ancienne colonie portugaise au sud-est de l'Afrique. 7% de croissance en 2013, mais derrière ces progrès, la détresse a toujours sa place. On les appelle les catadors. Ils cherchent, au péril de leur santé, des déchets à revendre parmi les 900 tonnes d'ordures déversées chaque jour non loin de la capitale. Reportage sur place. 10 ans que Rosa se rend tous les jours dans la décharge d'Ulen, à Maputo, la capitale du Mozambique. Comme 500 autres catadors ou chiffonniers en portugais, elle cherche du plastique, du papier, des canettes, des bouteilles, toutes les matières recyclables qu'elle pourra revendre au kilo. Je suis ici à cause de la pauvreté. Je n'ai rien pour mes enfants. J'ai besoin de gagner quelque chose pour leur donner. Quand les colons portugais ont choisi cet emplacement pour les déchets il y a 50 ans, ils se trouvaient bien au-delà de la ville. Mais depuis, Maputo s'est étendu au point d'englober Ulen. Aujourd'hui, les ordures couvrent une surface équivalente à 17 terrains de football, empilés à des hauteurs d'immeubles de 3 étages. Ces femmes et ces enfants qui n'ont pas d'autres moyens de survie se protègent comme ils peuvent des fumées et des émanations âcres produites par la combustion. Quand j'ai pris la direction de la décharge il y a 5 ans, peu d'enfants venaient ici. Depuis, ça s'est équilibré. Ils sont presque aussi nombreux que les adultes. Les camions qui viennent des quartiers privilégiés de la capitale sont pris d'assaut. Plus de 900 tonnes de déchets sont déposées ici chaque jour. Le Mozambique compte parmi les 10 économies du monde à la croissance la plus rapide, plus de 7% en 2014. Mais la moitié de la population vit toujours avec moins d'$1 par jour. Et les catadors gagnent la moitié de ça. Un demi-dollar dont souvent dépendent des familles entières. Ma vie est une vie de souffrance, mais je n'ai pas d'alternative. Si je ne travaille pas, je n'aurai rien pour mes enfants. Pour moi, le plus difficile ici, c'est la faim. Après plusieurs heures à trier les ordures, Rosa rentre chez elle juste à côté. Elle refuse que ses enfants travaillent comme elle par peur pour leur santé, même si sa famille a besoin de plus d'argent.
Je ne vois pas d'avenir pour les enfants parce que nous n'avons pas d'argent. Ce qu'on revend à la décharge ne rapporte presque rien. Depuis des années, les autorités veulent déplacer la décharge hors de la ville à 20 km. Le projet ne se réalisera pas avant 2016, mais les catadors s'inquiètent déjà à l'idée de perdre leur seule ressource. Des images assez difficiles. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Gros plan notamment sur la loi Macron en France. En attendant, vous retrouverez toutes nos émissions sur notre site internet www.i24news.tv, rubrique replay, et l'information continue. Restez avec nous.